le chemin vers de meilleurs lendemains. Nos libertés se changent en illusions. Dans cette dictature économique, nous allons perdre tout ce que nous avons. Sous le règne de la 5e République, au Conseil national de transition, on sait qu'il existe une solution pour en finir avec la corruption qui sévit au cœur de notre nation. Au CNT, on a décidé d'ouvrir le chemin vers de meilleurs lendemains. Au CNT, on s'est tous rassemblés pour que le peuple enfin redevienne souverain. Bonsoir, soyez les bienvenus. Le Conseil national de transition vous accueille pour ce mercredi soir dans La France libre. On est parti tout de suite. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Alors tout d'abord, merci à l'équipe qui est présente ce soir, merci à Delphine, merci à Marie qui est également avec nous, merci également à Philippe et à Kéridouane. Ce soir, nous allons donc traiter un sujet et je vais vous en faire le détail immédiatement. Action de bouleverser, de détruire les institutions, les principes de renverser, également l'ordre établi, donc renversement, révolution, sédition, une idéologie desservie par la subversion. Depuis sa naissance en Angleterre, vers 1884, on y avait vu figurer la plupart des grands intellectuels de gauche anglais. La plupart de ses membres sont des réformateurs, issus des classes moyennes libérales qui aspirent à une révolution sociale au sein de changements en profondeur de l'organisation économique et sociale. Ils ont pour ambition de donner une base théorique au socialisme britannique, défendent avec conviction l'idée qu'un avenir meilleur est à portée de main, stratégie politique réformiste et une vision évolutionniste du changement social. Le thème que nous aborderons ce soir est donc la société fabienne. Et pour ce, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Kéridouane avec nous pour nous parler donc ce soir de ce thème-là, la société fabienne. Bonsoir Kéridouane. Bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde. Alors oui, ce soir, on va effectivement parler de la société fabienne. La semaine dernière, on avait présenté un volet qui partait des origines jusqu'à notre présent pour voir un petit peu comment avait évolué la Kabbale au fil du temps. Donc, on en était arrivé au 19e siècle. Donc, bien aujourd'hui, on va reprendre là où on en était resté la semaine dernière pour arriver jusqu'à nos jours. C'est un gros morceau, c'est un énorme morceau que nous allons traiter d'ailleurs ce soir. C'est un énorme morceau, effectivement. Donc, écoutez, j'ai essayé de synthétiser au mieux, de ne pas être trop longue. Ce sont des sujets qui sont très, très compliqués, qui demandent beaucoup de recherche, beaucoup de synthétisme. Donc voilà, alors juste un petit mot, j'ai eu un petit problème avec une vidéo que je voulais vous présenter ce soir qui, à mon avis, était mieux que celle que je vais vous présenter ce soir. Donc, je vous prie d'avance de bien vouloir m'excuser. La technique n'est pas toujours facile avec moi. Donc, je vous partagerai une vidéo. Elle sera peut-être pas aussi belle que celle que j'avais préparée. Ce que tu dis pas, c'est que tu as bossé 18 heures pour faire les deux vidéos et que en fait, tu essayes de nous proposer la meilleure, mais pour toi, ce sera jamais meilleur. C'est ça le problème. Bah non, parce que j'aimais bien la petite dernière vidéo Ouais. que je voulais vous présenter. Et Moi, bon, je suis sûr tant que ça va pis, être hein. très très bon. J'en suis persuadé. Mais j'en sais rien. Au niveau du son, ça risque d'être un peu bizarre, on va Alors, dire. on a Delphine qui veut intervenir. Oui, je vais intervenir un petit peu. Déjà, bonsoir. Donc, la Bonsoir. première chose à vous annoncer, c'est que nous sommes au 71e jour d'incarcération d'Éric Furil. Et donc, un petit mot justement pour rappeler que cette difficulté, pour nous tous, d'avoir le guide et maître penseur entre quatre murs et de savoir que probablement il n'est pas forcément dans de bonnes conditions et de toute façon pas de bonnes conditions. L'autre point, c'est que le livre est donc régulièrement vendu. Donc pour tous ceux qui l'ont reçu, bravo à vous d'avoir fait cette commande et puis de pouvoir enfin lire l'ouvrage qui a été édité là, et réimprimé juste avant Noël. Ensuite, le dernier point que j'avais à signaler,
c'est que nous sommes en train d'imprimer plus d'une centaine de cartes d'identité. Donc, pour 100 d'entre vous, vous allez pouvoir recevoir la nouvelle carte d'identité, l'identité française. Enfin, j'avais oublié de préciser aussi une chose, c'est que la chaîne là n'a pas assez d'abonnés. Donc, partagez un maximum. C'est pour ça, je crois que c'est pour ça que nous n'avons pas de chat et qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de chat sur cette chaîne. Je crois qu'elle est soumise à 1000 abonnés. Donc, je crois qu'il faut d'abord, il faut faire un maximum de publicité aussi autour de vous et de partager dans tous les groupes là chez nous pour dire attention, il faut 1000 abonnés pour pouvoir avoir le chat. C'est ce que je viens de découvrir là, que apparemment on a un blocage mais qui est dû à YouTube même. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc nous sommes le 24 février 2021, 71e jour de comment dirais-je de détention et de privation de liberté plutôt. Et voilà. Bonne émission à vous parce qu'on est en plein dans la finition enfin, des cartes et donc du coup, ça va faire beaucoup de bruit. Et ça, c'est un signal comme quoi le Conseil national de transition est en train d'avancer à grands pas. Ah oui, très bien, c'est sûr. Allez. Merci Delphine. À tout à l'heure, j'espère. Oui, à la fin de l'émission peut-être. Merci beaucoup Delphine. Oui. Évidemment, on aurait dû parler tout de suite, quand on parle du Conseil national de transition, évidemment, on parle tout de suite d'Éric Furil, on aurait dû immédiatement l'évoquer en début d'émission. Allez, on va reprendre donc sur notre thème. On avait donc dit ce soir que nous parlions des sociétés fabiennes avec Kéridouane. Deuxième chapitre. Kéridouane, ton micro. Hop, alors, je suis pas très douée avec les ordinateurs. Eh bien, écoutez plutôt, on y va peut-être pour la vidéo. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ça trouve qu'on est en direct, tout va bien. Bon, je vais essayer de faire mon partage d'écran, hein, parce que là, c'est un peu... Alors, donc, je fais partage d'écran et normalement, je devrais... Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Film et TV, il m'a mis. Oh, là, c'est quoi ça? Allez, pas de souci. Alors, attends. Voilà, c'est bon, parfait. Allez, ça marche. Ouais, génial. Bon, bah, c'est parti alors. Hein. Le messianisme apocalyptique a gangréné les religions, les esprits de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie européenne via des loges maçonniques telles que les frères asiatiques dont Junius Frey transmettra le flambeau aux petits-enfants du roi George II d'Angleterre, Guillaume et Charles de Hesse-Cassel, à la tête d'une immense fortune dont Mayer Amschel Rothschild deviendra le gestionnaire. Le prince Guillaume avait bâti son immense fortune en louant ses soldats mercenaires au roi d'Angleterre, et notamment lors de la bataille de Valley Forge contre George Washington durant la guerre d'indépendance en Amérique. Lorsque le prince Guillaume dut s'enfuir au Danemark pour cause de troubles politiques sous le règne de Napoléon Ier, ce dernier déposa le salaire de ses mercenaires à la banque de Mayer Amschel Rothschild, soit 600 000 livres. C'est grâce à cet argent que Nathan Rothschild, le fils aîné de Mayer, put ouvrir une banque à Londres et faire fructifier la fortune familiale. Jacques Attali, dans Les Juifs, le monde et l'argent, écrit à ce propos. En 1806, quand les armées françaises pénètrent en Hesse et libèrent le ghetto de Francfort, le grand électeur confie à Mayer Amschel Rothschild des titres, des pièces et des bijoux à dissimuler dans les catacombes de la ville, dont les Juifs connaissent les moindres secrets, pour l'avoir utilisé au fil des siècles pour fuir le ghetto quand il était attaqué.
dénoncé Mayer-Amschel et par les troupes de Napoléon qui ne parviennent pas à lui faire avouer où est caché le trésor princier. À Londres, pendant ce temps, Nathan ouvre une banque. Il obtient la nationalité britannique en 1804. L'argent caché par son père à Francfort lui sert à garantir la souscription de bons du Trésor britannique, qu'il place ensuite partout en Europe. Nathan se fait ainsi peu à peu courtier, plaçant les emprunts que le gouvernement de Londres lance pour financer la guerre. Les commissions très élevées en raison des risques font à la fois la puissance des Rothschild et celle de Guillaume IX, dont les biens servent de caution aux emprunts anglais. Rothschild, père et fils, deviennent vite indispensables aux puissances coalisées contre Napoléon. En 1811 et 1815, ils réunissent même la moitié des financements apportés par Londres aux puissances continentales. D'abord aux Danois, puis à des États allemands, qu'ils replacent ensuite auprès des épargnants britanniques. Ils ne sont pas tout à fait les trésoriers de la Sainte Alliance, dont parle à leur sujet certains biographes, mais ils jouent un rôle important dans le financement de la guerre. Commença alors pour les Rothschild une véritable épopée financière. Les frères de Nathan fondèrent à leur tour des banques en Europe. James à Paris, Salomon à Vienne, Kalman à Naples et Amschel Jr. à Francfort. James fut le banquier successif de Louis XVIII, Charles IX et de Louis-Philippe. Son fils, Alphonse, accédera au conseil de régence de la Banque de France en 1855. Dans son testament, Mayer-Amschel Rothschild stipula que la fortune familiale devait être administrée par les hommes de la famille et que le pouvoir décisif et de trancher en cas de désaccord revenait à l'aîné. Mayer aurait aussi insisté sur le fait que la tenue des comptes devait rester secrète, surtout pour le gouvernement. Mayer-Amschel Rothschild sera anobli à titre posthume, ainsi que sa descendance, par François Ier d'Autriche, qui leur confère le titre de baron en septembre 1822. Nous sommes alors en période de pleine expansion de l'impérialisme britannique. En 1884 est fondée la Fabian Society sous l'impulsion de Sidney Webb, Lord Pasfield, en lien dans les années 1920 et 1930 avec des sionistes, de Béatrice, sa femme, et de l'écrivain Bernard Shaw. L'avant-garde de cette société se fit sous l'influence de promoteurs du socialisme tels que Robert Owen, qui s'appuyait sur les principes de Platon qui, dans la République, défendait l'idée d'une société aristocratique d'élite en favorisant la reproduction des médias. On retrouve ces principes dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 d'Orwell, et dans certains ouvrages d'Herbert George Wells, qui fut un des dirigeants de la Fabian Society. À propos de ce dernier, saviez-vous qu'il avait écrit en 1914 The World Set Free, dans lequel Wells raconte l'histoire d'une guerre généralisée qui mène à la création d'un État mondial constitué en 10 blocs. Robert Owen transmit ses idées à John Ruskin, professeur à l'université d'Oxford, qui influença Cecil Rhodes, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. La société au nom de Fabius Cunctator, le temporisateur, qui adopta une attitude patiente et progressive face à Hannibal lors de la Seconde Guerre punique de Carthage. La société fabienne défend, selon Pierre Hullard, le principe d'une société sans classe, devant conduire à la synthèse du socialisme, l'État-providence, et du capitalisme, loi du marché, afin d'instaurer une économie monopolistique dans un cadre étatique mondial avec une religion universelle. Vous vous rappelez, dans le volet précédent, de l'ENSOP des kabbalistes, et une humanité mélangée et déracinée.
Il s'agit ici de la fameuse troisième voie, prônée par Tony Blair. Rien de bien étonnant lorsque l'on sait que le Parti travailliste anglais fut créé par cette même Fabian Society en 1910. À ses débuts, la Fabian Society avait choisi ce blason, ce qui, en considérant l'aspect spirituel des événements, n'est pas sans nous rappeler les paroles bibliques. Gardez-vous des faux prophètes. Ils reviennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais par la suite, le trouvant sans doute par trop provocateur, cette dite société choisit une tortue avec peau de bise. Quand je frappe dur. Regardez les unes successives de The Economist, qui, je vous le rappelle, est la revue de la City de Londres et des Rothschild. Sous l'impulsion de Sidney Webb, la Fabian Society sera aussi à l'origine de la London School of Economics, collège de l'Université de Londres, fondé en 1895. Parmi les diplômés figurent Churchill, Tony Blair, Gordon Brown, Barack Obama, Romano Prodi, ex-président de la Commission européenne, Pierre Trudeau, ex-ministre canadien qui a précédé son fils, Justin Trudeau, George Soros, Éric Orsena, conseiller de François Mitterrand, H.G. Wells, pour n'en citer que quelques-uns. Petite information non négligeable. En 2006, il fondait la Paris School of Economics. La Fabian Society se regroupe avec des clubs dont la Pilgrims Society, fondée à New York en 1902, dont l'objectif est de promouvoir la paix éternelle entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Hormis des noms de familles célèbres, ce cercle compte des entreprises bien connues ainsi que des banques et des assurances. Mais revenons-en à C.C. Rhodes. Homme politique britannique et homme de main de Rothschild, il est un fervent défenseur de l'impérialisme britannique. Absolument convaincu de la supériorité de la race anglo-saxonne, il conçoit une politique afin d'assurer son hégémonie sur le monde en réalisant l'union de tous les pays anglo-saxons et des États-Unis qui constituerait le socle d'une gouvernance mondiale animée des principes et de la philosophie de l'élite anglo-saxonne. Afin d'y parvenir, il lui paraît essentiel d'être en mesure de recruter des personnalités supérieures au sein même des universités qui, animées d'un même idéal, seraient soutenues par une bourse afin d'accéder aux plus hauts postes des États. Ces personnalités se recrutent dans tous les domaines: renseignement, économie, journalisme, littérature, sciences. Convergeant vers un même but, ces personnalités œuvreraient à la mise en place progressive du nouvel ordre mondial au sein de leur nation par la préparation des structures politiques, économiques et d'ingénierie sociale afin de manipuler les populations. Nous le verrons prochainement avec Edward Bernays. Bill Clinton fut l'un de ses bénéficiaires lors de la promotion de 1968. C.C. Rhodes est aussi connu pour ses actions en Afrique du Sud, qui est l'une des plus grosses réserves d'or, de diamants et autres minerais précieux. En ce temps-là, il vivait un groupe de calvinistes hollandais, de huguenots français et de protestants allemands qui avaient fui le vieux continent afin d'établir une patrie indépendante en dehors du système financier international. Les Boers, qui seront appelés par la suite les Afrikaners. Leur gouvernement possédait une banque centrale qui frappait sa monnaie sans passer par des banques privées et donc sans création de dette. Rhodes utilisa l'argent des Rothschild pour armer un groupe de soldats mercenaires afin d'attaquer l'État de l'intérieur et provoquer ainsi une guerre civile qui permit à l'Empire britannique, via les Rothschild, de prendre la main sur le pays. Au moins 30 000 Boers ont péri dans des camps de concentration britanniques. C.C. Rhodes prendra la tête de cette partie du monde qui sera baptisée la Rhodésie. Il est le fondateur, entre autres, de la compagnie diamantaire
et vrai. Avant que de poursuivre notre route à travers l'histoire que nous n'avons jamais apprise dans nos manuels scolaires, retenez bien ce qui suit. Pour cela vous aidera à mieux cerner la plupart des conflits qui se sont déroulés par la suite et que nous connaissons encore de nos jours. Ajoutons tout de même à cela que bien souvent ces financiers, philanthropes dans l'âme, financent aussi les partis opposés, par souci d'équité sans doute. Vous comprenez certainement mieux maintenant l'une des raisons majeures pour lesquelles nous devons absolument éviter d'éclater une guerre civile. Il n'était jamais compris. Cécile Rhodes n'aura pas eu le temps de mettre en place le programme de bourse universitaire. Ni personne ne sait. C'est une vie spirituelle, avec minimum, qui s'en charge. À ce stade de l'exposé, il est impératif que je vous parle des deux choses les plus. D'abord, et pour cela nous avons de la chance, les mondialistes se divisent en au moins deux entités qui entrent en conflit. D'un côté, les mondialistes pro-britanniques qui souhaitent établir une gouvernance mondiale selon le modèle anglo-saxon après avoir détruit toutes les économies. Aucun pays ne doit avoir de l'ascendant sur l'autre. Et de l'autre côté, les mondialistes qui, eux, souhaitent que les États-Unis restent un pays fort avec un dollar fort. Et puis, pour encore plus brouiller les pistes de notre entendement, il y a le sionisme, créé par Theodor Herzl, qui souhaitait constituer un État souverain pour le peuple juif. Plusieurs courants sionistes s'opposent aussi, et parfois de manière violente. Pour simplifier les choses, disons que ces courants sont les héritiers pour les uns le fameux ordo archaïque des Grecs, et pour les autres, ils sont héritiers de la lignée orthodoxe qui stipule qu'il revient à Dieu de décider du moment où sera envoyé un Messie, et nous, les hommes, de France. Pour vous donner un exemple concret, Pierre Hillard explique que les bolcheviks ont été financés par les Rothschild, mais qu'avec Staline, nous avons eu le droit à la branche russe. Staline est beaucoup plus matérialiste que Trotsky, qui était un adepte spirituel du messianisme et qui était prêt à tout mettre à feu et ainsi provoquer le chaos tentatif. Je ne résiste pas non plus à vous montrer ceci. Saviez-vous que Karl Marx était cousin de Rothschild au 3e degré? Cela change la vision de certaines choses, là, non? Dans ce méli-mélo d'idéologie qui se sépare et qui se rejoignent avec l'âme, nous en revenons à Alfred Milner, qui mit en place les bourses universitaires Cécile Rhodes. Alfred Milner est le chef du cabinet de guerre du Premier ministre Lloyd George entre 1914 et 1918. En peu de temps avant la fin du conflit, il signait la déclaration Balfour en novembre 1917, que nous connaissons tous officiellement, pour être à l'origine de cette déclaration qui reconnaissait l'existence d'un foyer juif en Palestine sous l'égide de l'Empire ottoman. Or, il se trouve que cette déclaration fut en réalité rédigée par Alfred Milner lui-même. C'est ce que rapporte en tout cas Carol Quigley, qui enseignait à l'université de Georgetown et dont les ouvrages relatent comment le monde anglo-saxon a œuvré dans l'ombre pour imposer sa loi. Cette reconnaissance fut officialisée par une lettre adressée à Walter Rothschild, qui était alors un intermédiaire avec le mouvement sioniste en Grande-Bretagne. Mais M. Milner ne s'arrête pas là. Il prit la table ronde en 1909, un des nombreux groupes de réflexion toujours actifs de nos jours et qui entretient des liens étroits avec la papillose. Un autre membre est Lionel Curtis, qui obtint plusieurs postes à l'université d'Oxford et qui plaida pour un but. Lionel Curtis participa Un petit problème de son, Nathalie. Ah, Nous avons un petit problème de son, Nathalie. alors, dis-moi. Eh ben, je sais pas, tu as le texte sous la main? Eh ben, allez, vas-y, en direct.
Non, j'ai pas le texte sous la main. Alors, attends. C'est bon, là? Essaye de monter ton son un peu plus fort. Entre les deux guerres, eut lieu la création de la Pan-Europe au début des années 20 par C'est Richard bon? Goudenoff-Kalergi, qui Super. souhaitait une Europe unifiée dans un monde unifié. Il aura le soutien financier de la banque Warburg, qui fut à la tête de la création de la Fed, la réserve fédérale aux USA, dès sa création en 1913, et qui est un État dans l'État. Le même Paul Warburg présida le CFR, Council on Foreign Relations, à sa création en 1921. Selon Pierre Hillard, tous les documents clés de la communauté européenne sont calqués sur ceux de la Pan-Europe. Richard de Goudenoff-Kalergi y rencontrera un certain Giscard d'Estaing, avec lequel il discutera en 1966 d'une monnaie européenne. Et le trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60 était Georges Pompidou de la banque Rothschild. La guerre de 39-45 permit l'instauration de deux blocs apparemment antagonistes. Mais ces deux mondes puisaient aux mêmes sources financières. C'est lors des accords de Bretton Woods en 1944 que fut amorcée la tentative de créer une monnaie mondiale, le Bancor, adossé à l'or. Ce projet échoua à cause de celle. Mais l'idée du Bancor, aux dépens du dollar, fut de nouveau évoquée par Dominique Strauss-Kahn en avril 2010, alors qu'il siégeait à la présidence du FMI. Le plan des États-Unis n'a pas du tout apprécié. Et apparemment, il le lui. Mais l'un des personnages les plus importants de ce monde d'après-guerre est sans conteste Joseph Ratzinger, qui créa tous les instituts mondialistes après 1945, dont la Ligue européenne de coopération économique en 1946, dont le dirigeant était Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valéry, et le groupe Bilderberg, pour ne citer qu'un. Le choix du premier président du Bilderberg, le prince Bernhard, par Joseph Ratzinger, n'est certainement pas fortuit. Ce prince allemand fut membre de la SS au début des années 30 et membre du Farbenbilder, une filiale d'IG Farben. Au dire de Pierre Hillard, le passé plus que trouble du prince Bernhard et sa nomination à la direction du Bilderberg était aussi une manière de le tourner. Quoi de mieux que le passé trouble de quelqu'un pour manipuler les autres? Voilà des procédés dont nos prédateurs usent avec délectation. Nous pourrions aussi évoquer la trilatérale, créée par David Rockefeller en 1973, qui a reçu l'appui de Français tels que Simone Veil, Raymond Barre, Hubert Védrine, conseiller diplomatique de François Mitterrand. Cette même trilatérale qui fut à l'origine du G7. Et que dire de la China Foundation, dont sont issus, regardez plutôt. Et que dire de M. Vaccin, affilié au Rothschild? Vous trouvez cela normal? Personnellement, je trouve tout cela d'une extrême violence. Les prédateurs ne se sont jamais cachés. Ils ont même annoncé à l'avance ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Qu'il s'agisse du rapport de la Fondation Rockefeller de 2010, simulant une épidémie qui nécessiterait la mise en place de mesures liberticides qui n'auraient pas pour vocation à disparaître, sinon à se durcir, ou les carnets rouges de la CIA, la bande dessinée Infected, créée sous l'égide de la communauté européenne, ou l'une des éditions de The Economist, telle que celle de 2019. Alors que ni vous ni moi n'avions connaissance de l'existence de la Covid, eux savaient déjà quel rôle allait jouer le pangolin dans le courant de cette même année. Mais du hasard? Examinez de plus près cette une, pour le moins ésotérique. En 2019, le président de la Banque d'Angleterre, McCartney, fait un discours à Jackson Hole dans lequel il évoque la fin du dollar et préconise la mise en place d'une monnaie unique et synthétique, sans omettre de préciser
que cela ne se fera pas sans peur. Et 1 mois plus tard, une mystérieuse pandémie se profile à nous. Combien de coïncidences faudra-t-il pour que cela devienne mathématiquement possible? Les changements majeurs de notre monde ont été précédés d'un chaos. Hors d'où, calme. Vous vous souvenez? Ne laissons pas à ces prédateurs le loisir d'écrire leur suite. Écrivons la nôtre. Soyons les héros de notre propre vie. Nous avons tout à gagner. Rien à y perdre. Car un jour, ils nous jetteront en pâture un revenu universel comme on fait une offrande aux mendiants, en nous faisant à croire que c'est pour notre bien. En échange, ils prendront nos propriétés, nos vies. Par la philanthropie des prédateurs se résume à créer le chaos et de nous apporter leurs solutions. Souvenez-vous du loup déguisé en agneau. La réalité est qu'ils ne sont que des géants en pied d'argile qui hurlent leur orgueil fiché sur un amas de billes. Alors, grande réinitialisation ou grand réveil? Très bon reportage. Voilà. Moi, je suis désolée parce qu'il manquait des images. Vu que c'était l'ancienne vidéo, j'ai perdu des images en route. Donc, je suis désolée. Alors, Comment je fais pour alors, arrêter? suffit de cliquer sur le petit icône vert juste en dessous de toi, écran partagé, et on reprend l'antenne. Allez hop. Alors, attends. Hop. Voilà, C'est bon? c'est parfait. Ouais. Alors, on entend plein de choses à l'intérieur de ce reportage. On entend plein de noms, hein, de noms que l'on voit bien qu'actuellement, eh bien, ces personnes sont bel et bien présentes par rapport aux choses qui se passent. Donc, cette société Fabienne dont tu nous parles, donc a démarré dans les années 1890, c'est bien ça. Son équivalent français, on pourrait dire que c'est en 1960, c'est comment ça s'appelle? Le club Jean Moulin en France, en 1800. Si, j'ai pris des renseignements. Oui. Non, je te fais pas non, je fais juste, je sais pas. La doctrine est un petit peu la même. Ouais, certainement. Mais je pense que tu sais, j'essaye de montrer qu'en fait, tu prends les mêmes et puis tu recommences. Et puis tout ça, ce ne sont que des gens qui ont des affiliations depuis des siècles et des siècles. Voilà, c'est. Quand tu ouvres les yeux là-dessus, J'avais lu aussi une chose par rapport au philosophe Thomas Davidson, qui, à l'origine donc de cette camaraderie, souhaitait tout simplement régénérer l'humanité grâce à l'éducation, l'entraide mutuelle, la promotion d'une vie simple fondée sur des principes éthiques et religieux. Donc au départ, ça part quand même d'une bonne chose, et puis finalement, à l'arrivée, c'est pas terrible. ouais, tu sais que l'enfer est pavé de. Enfin, les chemins qui mènent à l'enfer sont pavés de bonnes intentions, ne dit-on pas? Ouais, c'est bien ça, ouais. Alors nous avons également Philippe pour intervenir ce soir sur le sujet. Philippe. Oui, bonsoir à tous et grand Bonsoir. bravo. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Bonsoir à tous et toutes et grand bravo pour cet exposé que j'ai trouvé vraiment génial. Ça mériterait d'être repassé avec un son correct parce que je pense sincèrement que ça vaudra le coup de le repasser avec un son correct. Et ce que je voulais juste demander à Keriwan, enfin en tout cas dans un premier temps, c'est par rapport au nom même de la Fabienne Society. Je crois que tu en parles en tout début de l'exposé. Tu dis que ça vient d'un sénateur romain, je crois, d'origine, qui date des guerres puniques, et dont on disait de lui que c'était un temporisateur. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre. Hein. Quintus Fabius Maximus. Voilà, dont on disait de lui que c'était un temporisateur. Alors, je crois qu'il y a un lien à faire avec ce qui se passe dans cette Fabian Society. Il y a plein de choses en lien avec ce monsieur, sûrement, mais une qui me vient à l'esprit, c'est justement la temporisation. C'est-à-dire le fait que tous ces plans qu'on subit aujourd'hui, dont nous subissons les conséquences et dont nous voyons arriver la fin, ont fait l'objet d'une préparation très ancienne. Et temporiser, c'est gagner du temps. C'est aussi faire dans le temps, sur la durée, quoi. Faire les choses sur la durée. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi que j'ai envie de retenir ou que je soumets à votre sagacité pour savoir si justement toutes ces choses qui auraient pu être faites à grands coups de moyens militaires, par exemple, pour soumettre un peuple, des peuples, elles ont été faites très doucement, en soumettant les peuples bien plus par l'esprit, bien plus par des contraintes, par des habitudes, des nouvelles habitudes, etc., en annihilant leur capacité de révolte et en leur donnant des solutions dont ils ne pourront plus se passer, et les rendant par là même prisonniers d'eux-mêmes et des gouvernances.
Donc, est-ce que c'est cette prise de temps sur 2 siècles et demi, puisque c'est là que commence ton exposé, Keriwan, à peu près à l'époque de Napoléon et un peu avant. Voilà, est-ce que cette durée-là était garante d'un succès plus fort et plus garanti, je dirais, que si les choses s'étaient passées plus vite, quoi. Voilà, c'était un petit peu ça ma question et voilà, ouverte. Bah écoute, moi, en ce qui me concerne, comment je comprends ça? Ben, du coup, quand c'est une guerre, enfin, c'est une guerre. Et en fait, ces gens-là, effectivement, je pense que tu as raison de faire le rapport à Fabius Cunctator, puisqu'en fait, eux, ce sont comme des serpents finalement. Donc, pour mieux préparer le terrain, pour éviter effectivement que les gens se révoltent, qu'il y ait des guerres et peut-être des pertes financières ou je sais pas, moi je l'explique à ma façon, c'était beaucoup mieux de manipuler les esprits en fait. Parce que Mhm. c'est ça hein, finalement. Alors ça les a pas empêchés de faire des guerres, mais pendant ce temps-là, ils ont manipulé les esprits. Moi, c'est là où ça m'interpelle le plus. C'est-à-dire que quand on regarde, on a été conditionné. L'histoire qu'on présente ici et pas du tout l'histoire que l'on nous révèle dans nos manuels. On nous a appris à croire en des choses, on nous a appris à croire en des illusions, des choses qui sont complètement cachées. Et ça, c'est une guerre excessivement violente parce qu'elle a été faite au prix de la manipulation de l'esprit humain dans tous les coins du monde. Donc, voilà, moi, c'est très sournois. Il faut, en fait, je crois que c'est vraiment une guerre intellectuelle. C'est une guerre pour annihiler la conscience humaine, pour vraiment arriver au fait que les gens ne réagissent pas et puissent nous mettre la main dessus et nous piéger dans ce qu'ils ont mis en place depuis là, on va dire, grosso modo, depuis le 19e siècle, vraiment, où ils ont commencé à rentrer vraiment dans le vif du sujet de la politique, de l'économie et tout ça. C'est une véritable pieuvre. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi, c'est vraiment d'une violence extrême parce que c'est vraiment une manipulation profonde de la psyché humaine. Oui, j'ai tendance à partager cette opinion. Et ces choses-là ne peuvent pas se faire en une génération. Ça se fait en plusieurs générations. Ça faisait partie de leur plan et ils l'ont suivi à la lettre. Voilà. Et donc, moi, ce que j'admire beaucoup dans ce que tu as fait, c'est la façon de relier les points, c'est-à-dire de faire des liens entre 1913. Tiens, 1913, c'est la fondation de la Fed, c'est aussi l'impôt sur le revenu qui sont créés aux États-Unis, alors qu'ils ont été créés, je crois, en France en 1912, un an avant. Donc, on est dans un moment de cristallisation des choses qui se sont passées sur un plan international et pas simplement dans un seul pays. Aujourd'hui, on dit par exemple, il y a plein de pays qui font la même chose au niveau du Covid, de la Covid, des dispositions prises contre la Covid, mais on s'aperçoit qu'au début du XXe siècle, des pays aussi éloignés que les États-Unis et la France prenaient exactement la même décision à peu près au même moment sur des choses aussi importantes que de lancer l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc il y a une collusion, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, et qui est juste une collusion, c'est-à-dire une entente par le haut de toutes celles et ceux qui nous manipulent, qui nous ont manipulés et qui nous manipulent depuis plusieurs siècles déjà. Voilà. Et bravo pour ce reliement, ce lien entre les différents points. Parce que c'est de ça avec ça qu'il faut travailler, avec ça qu'il faut comprendre les choses. Ça nous fournit une grille de lecture. À partir du moment où on a la grille de lecture, on peut comprendre beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça que je voudrais souligner aussi. Et tu nous fournis une belle grille de lecture. Merci pour ça. Bah merci Philippe. Si j'arrive vraiment c'est vraiment mon objectif, c'est d'essayer de remettre les choses à l'endroit parce qu'on est vraiment dans un monde à l'envers. Et moi, ce qui me surprend vraiment, c'est qu'en fait, ces gens-là, c'est pas un complot. Ils nous ont avertis C'est plein un de plan. fois. C'est un Et plan. là où c'est vraiment très vicieux, à mon avis, c'est que comme nous n'avons pas les moyens d'interpréter leur message parce que justement, ils nous ont brouillé la conscience, ils nous ont endoctrinés en nous faisant croire à une pseudo-liberté, à une pseudo-démocratie qu'en réalité, nous n'avons jamais eue.
Mais ces gens-là, pour moi, c'est vraiment, c'est horrible. Si on Alors, rajoute évidemment à l'insouciance normale des gens, c'est-à-dire que voilà, on est dans une société où tout le monde ne pense pas à se dire, tiens, il se passe telle chose, il se passe telle chose, n'a pas une conscience de l'actualité. Donc, c'est pas évident tout à coup de tomber sur un tel sujet, de se dire, ah ouf, effectivement, ça existe. C'est pas évident, évidemment, de trouver la synthèse dans sa tête de tout cela, quoi. non, je suis d'accord. Et puis, ce que je trouve, c'est qu'en plus, ce qui est très difficile, c'est pour les gens de comprendre que ceux qui sont à la tête de leur pays respectif ne leur veulent pas du bien. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour des gens qui déjà n'ont pas le pouvoir. C'est monstrueux pour les gens à comprendre ça aujourd'hui. Et moi, la première, quand j'ai commencé à découvrir ces choses-là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je fais de la dissonance cognitive. Il y a quelque chose. Je deviens folle. Parce que il faut vraiment chercher pour comprendre la vérité. Mais quand vous voyez les unes de The Economist, tous les ans, ils vous préviennent d'un plan qui va se mettre au point, qui va être mis en place dans les 10 ans à venir, les 10, 20 ou 30 ans à venir, à peu de choses près. C'est incroyable quand vous voyez qu'en 2019, il y a déjà le pangolin, et puis il y a plein de petites interprétations ésotériques. Vous voyez une cigogne avec un code barre, vous voyez l'antenne de la 5G. C'est monstrueux, quoi. Et puis on C'est voit bien que vraiment ce qui se monstrueux. dessine depuis 2 ans, en fait, est bel et bien concret et ça arrive petit à petit, quoi. Ouais, mais ça a toujours été concret pour eux. Ah. Sauf Il y que a une, pour nous, c'était encore pas dans la matière, c'était encore il y pas a une visible à définition notre échelle. de la société fabienne qui révèle bien cela, qu'en fait, la société fabienne, dans un but de promouvoir les réformes en empruntant les voies de l'action politique, afin que ces réformes soient mises en place de manière les plus globales et les plus rapides. Ça colle bien à la situation actuelle. Ah, mais c'est totalement ça. C'est incroyable. Donc, par contre, ils se sont tirés une belle balle dans le pied, c'est justement en inventant cet outil fabuleux qu'est Internet. Oui, Parce un qu'aujourd'hui, outil d'impression, mais un outil également qui permet justement aux gens eh d'avoir un oui, petit peu plus de connaissances, d'aller chercher la connaissance par eh eux-mêmes. oui. Ouais. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, bah, ils peuvent pas s'en passer d'Internet non plus. Alors, soit ils pourraient peut-être couper les communications, etc. Mais c'est pas possible d'enlever Internet à 100%. Et Internet a de la mémoire. On peut aller chercher des tas de choses qu'on ne pouvait pas trouver avant. Et, Il y a des pays où c'est bridé hein, tout de même, l'Internet. Oui, ouais, ouais, il y a ouais. vraiment du bridage. Corée du Nord, hein, je crois, Corée du Sud aussi, il y a du bridage où ils n'ont pas possibilité Ouais, d'accéder aux ouais. réseaux sociaux, etc. Tout est vraiment bridé. On n'en est pas là, mais on n'en est pas loin en même temps, je pense. Ouais, mais t'as toujours des hackers malins qui arrivent toujours à. Mais Heureusement, par contre, heureusement. si vous me le permettez, il y a juste une chose. Dans la vidéo que j'avais faite pour ce soir, j'avais mis un temps d'arrêt sur cette image. Je vous montrais après les Bowers, il y avait un tableau. Mhm. Donc, et je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce que quand vous comprenez la tactique qu'utilisent ces gens pour créer des guerres et pouvoir justifier une intervention internationale, c'est ce qu'ils ont fait avec les Boers. C'est ce que Cecil Rhodes a fait avec les Boers. Mhm. C'est-à-dire qu'avec les Boers, pour envahir l'Afrique du Sud, enfin le pays où habitaient donc les Boers, il a fait appel aux mercenaires des S-Castle, des mercenaires qui étaient financés par la banque Rothschild. Que vont faire ces mercenaires? Ils vont s'introduire dans le pays, ils vont créer la zizanie, ils vont fomenter une révolte. Voilà, Une sorte donc de le guerre peuple, civile. c'est ça, Comme vont ça, le peuple commencer. se tape sur lui-même, et après vient les forces spéciales qui n'ont plus qu'à en finir avec ceux qui restent. C'est même encore plus C'est plus pernicieux que ça. vicieux que ça. C'est même plus vicieux que ça. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois que le peuple se révolte, qu'est-ce que Ouais, va faire le gouvernement du pays? Il va intervenir ouais. pour retrouver la sécurité dans son pays. Et bien à ce moment-là, on va demander aux médias, on va dire, on va propager des fake news en disant que ce gouvernement est un oppresseur pour son peuple, Mhm. donc il faut absolument aller le défendre et utiliser les forces internationales pour aller défendre le peuple oppressé. Et à ce moment-là, on va virer le gouvernement en place, on va mettre un autre gouvernement marionnette. Et puis, bon, comme ce qui s'est passé pour ce qui sera la Rhodésie plus tard, ben, comme eux, ils n'avaient pas de système de dette bancaire, ils frappaient monnaie avec leur banque centrale, enfin leur banque nationale. Allez, on leur met un système
un système de monnaie émise par une banque privée qui va générer des intérêts de la part de l'État envers cette banque, et puis c'est mort. Et si vous regardez, si vous étudiez certains conflits, c'est comme ça que ça s'est passé, même de nos jours. Alors, je ne sais pas si Philippe pourrait me répondre, parce que j'ai juste une petite question à te poser, Philippe, si vous me permettez. C'est juste, a priori, ce serait ce qui s'était passé pour la Libye. Est-ce que la Libye a... J'allais rebondir par rapport à ça. Tu as défini exactement le besoin des boers à l'époque, des boers, comme tu les appelles. C'est-à-dire qu'ils auraient eu besoin à cette époque-là d'un CNT. Mais il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas d'instance internationale, à part la suprématie surabondante de l'Angleterre, qui était le patron, en fait, sur l'ensemble de la planète, pratiquement. Donc, il n'y avait qu'un patron, c'était l'Angleterre, il n'y avait pas d'instance internationale. Donc les Boers n'ont pas pu faire appel. Alors, ils auraient pu faire appel à une puissance étrangère comme la France, qui se serait battue avec plaisir contre les Anglais. Mais malheureusement, la France était déjà bien occupée sur le haut de l'Afrique, sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique centrale, et n'avait pas les moyens, de combattre les Anglais partout sur tout le continent. Mais en fait, c'était ça la solution. Et pour répondre à ta question par rapport à ce qui s'est passé avec la Libye, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, la Libye allait très bien. Certaines puissances ont décidé qu'elles devaient s'emparer de ses richesses et de son pouvoir. Et pour ça, elles ont créé effectivement les conditions d'une subversion avec quelques personnes, notamment de l'entourage proche de M. Kadhafi. Et ensuite, il a fallu déposer un CNT parce qu'il existe une instance internationale qui s'appelle l'ONU qui n'aurait pas pu tolérer en droit international l'invasion de ce pays par les troupes américaines ou françaises. Donc, c'est ça le changement, la différence entre les deux cas. Entre le cas des Boers et le cas de la Libye, c'est ça. C'est que dans un cas, le premier, on n'avait pas d'instance internationale et les Boers se sont fait massacrer au travers de la simple parole ou les simples écrits des médias qui ont accusé ces gens de tous les maux à tort, évidemment. Et d'autre part, la situation de la Libye, où là, il y avait une instance internationale qui s'appelle l'ONU, qui a été ou qui s'est sentie obligée de créer un outil juridique dans lequel on s'est engouffré pour justement pouvoir demander aux personnes qui ont déposé ce CNT de faire intervenir des troupes étrangères pour sortir un prétendu tyran, etc., etc. Donc, c'est ce qui s'est passé en Libye. Et c'est ce qui se passe maintenant en France, puisque Éric Fiory a rebondi par rapport à tout ça, en disant, nous aussi, on est maltraités en France, on va ouvrir un CNT et on va déposer tout ça auprès de l'ONU, exactement comme les gens de la Libye l'ont fait. Et ça, c'est la bouteille à la mer, et c'est ça qui va normalement nous sauver. En tout cas, c'est là-dessus que nous comptons. Puisqu'on retourne contre les gens qui sont les responsables de ce droit international, nous leur retournons leurs propres arguments et leurs propres outils, contre toute attente, puisque je rappelle que lorsque Éric a déposé son CNT, absolument personne ne savait ce que c'était qu'un CNT. Et maintenant, tout le monde le sait. Et on essaye même de voler d'ailleurs les idées qui sont bien bonnes au CNT, Conseil national de transition. Exact. C'est le côté légal, évidemment, le côté juridique qui fait justement la bienfaisance du Conseil national de transition. On est bien d'accord, Philippe? C'est incontestable, ce CNT, il est incontestablement en droit international et national. Donc, il n'est pas contestable, il n'est pas contesté, il est même envié. D'autres veulent le récupérer en lieu et place de nous. Parce qu'après, une fois qu'on a fait un CNT, je rappelle qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Alors, je suis en train de dévier par rapport au thème, je suis désolé, mais le CNT, c'est toujours intéressant. C'est une belle ouverture. Voilà, c'est une belle ouverture pour une belle fenêtre pour en parler et de dire qu'on en fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a créé un CNT, on peut appeler des troupes étrangères pour nous aider, on peut faire plein de choses à partir du moment où on a signé ce CNT. Et là, Éric Fiory a choisi de faire une sorte de création naturelle qui lui vient de lui, qui est d'une part d'en faire une gouvernance, d'autre part de prévoir un gouvernement provisoire, enfin un programme de prévisionnel de ce qui se passera pendant les 2 ans de transition, car on parle bien de transition. Et il a aussi, pas tout seul, mais avec d'autres, inventé, créé, mis au point la Cour suprême du peuple souverain, qui est la garantie d'une vraie démocratie. Alors que le mot démocratie, jusqu'à maintenant, et tout à l'heure, Keridouane l'a bien dit, c'était une apparence de démocratie. Et aujourd'hui, c'est toujours une apparence de démocratie. En fait, c'est quoi aujourd'hui la démocratie? C'est une dualité permanente entre des groupes politiques qui sont toujours les mêmes, financés par les mêmes, des deux côtés, par les mêmes. Donc, on est dans la dualité, c'est-à-dire qu'on est 51, 49% en vote. On prend les mêmes et on recommence. Et ça peut durer toute la vie. Ça dure depuis déjà un certain temps. Donc, c'est à ça que nous voulons mettre un terme.
à ce rocher, à ce rocher de Sisyphe là, qui pousse sa boule jusqu'en haut de la montagne, et quand il arrive en haut, elle retombe de l'autre côté et il faut recommencer. Donc ça, on va arrêter, on va faire autrement. Donc voilà, donc ça, c'est le CNT d'aujourd'hui en France. Mais les droits, comment les droites sont tirées entre ce qui se passe aujourd'hui et le passé que vient d'évoquer très justement Kerry Webb, parfaitement à bon escient, quoi, notamment en Afrique du Sud. Très bien. Un petit mot, Kéridouane? Mais écoute, non, moi, je crois que tout a été dit parfaitement. C'est vraiment, c'est aussi, ce qui nous perd aussi, c'est au moins ces deux états profonds qui sont. Moi, je pense toujours à Trump parce que finalement, c'est vrai que c'est un personnage assez énigmatique quelque part. Donc moi, personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais si je parle de lui, c'est parce qu'il y a il y a cette obédience du nouvel ordre mondial qui s'appelle les patriotes. Et en fait, on a, je ne sais pas comment vous expliquer ça, on est vraiment dans un flou total parce qu'on ne sait plus aujourd'hui si celui qui fait ça, c'est vraiment parce qu'il est honnête, qu'il a envie, ou alors c'est parce que il gère ses intérêts, etc. Parce que finalement, Poutine et Trump fonctionnent plus ou moins ensemble parce qu'eux ne sont pas d'accord pour l'hégémonie des anglo-saxons de la City de Londres. C'est fou. Et je pense que oui, les gens sont complètement perdus. Et je dirais même qu'à la limite, ce qui perd aussi les gens par rapport à des nouvelles idées qu'on peut leur donner, c'est que les gens sont tellement habitués à dire que ce sont ceux qui ont des diplômes, qui sortent des grandes écoles, qui sont capables de gérer un pays, mais quand on voit que tous ceux qui ont fait des grandes études dans des grandes écoles de commerce, la London School of Economics, aujourd'hui ça va être la Paris School of Economics, tout ça qui est rattaché à la Fabian Society. Vous voyez ces fondations, la fondation franco-américaine, la fondation franco-chinoise. Et tout ça, ce sont des gens qui sortent, qui ont l'esprit complètement formaté par ces élites de la Fabian Society, qui sont là pour mettre en place des plans, etc. Et des fois, oui, je me dis, comment montrer aux gens qu'eux-mêmes, ils sont tout aussi capables, là, les gens du peuple sont tout aussi capables de pouvoir mener un pays et qu'il n'y a pas besoin de... Ces gens-là, ils sont formatés, Je pense quoi. justement que nous aussi, nous sommes à ce niveau-là bien formatés et qu'on nous a jamais offert la possibilité de s'envoler, etc. Et donc, évidemment, n'ayant jamais cette possibilité, ben, on n'ose pas. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre culture, tout simplement. Comme tu le dis, c'est une sorte d'obédience à ce qu'il se passe actuellement, tout simplement. Ouais, c'est fou. Et vous savez que même là, je ne l'ai pas mis dans mon reportage, mais parce que j'en ai pas trouvé les preuves et que je m'attache toujours à mettre ce dont j'ai réussi à trouver les preuves sur Internet. Mais bon, je pense que c'est vrai parce que Pierre Hillard, sur lequel je m'appuie, a tout répertorié. C'est vraiment quelqu'un qui fait un travail vraiment formidable et qui lui-même ne va pas dire des choses dont il n'a pas trouvé les preuves. Et vous savez que la Première Guerre mondiale, en fait, nous, on nous a dit que c'était parti des Balkans, voilà, mais en fait, en réalité, c'est une opposition entre l'Empire britannique et les Allemands, puisqu'en fait, on abandonnait le charbon à l'époque et donc commençait à émerger le pétrole. Et en fait, on avait trouvé du pétrole en Mésopotamie, donc l'actuel Irak. Et en fait, les Allemands voulaient absolument construire une voie qu'ils appelaient la Baden-Baden ou la Bal-Baden. Enfin, je ne sais plus en allemand. En tout cas, ça partait de la ville de Bâle et ça devait arriver en Mésopotamie. Et en fait, les Anglais ne voulaient absolument pas que cette voie ferrée soit construite. Parce que si ce n'est pas le tout d'avoir les ressources, il faut aussi avoir les moyens de transport pour pouvoir tirer profit de ces ressources. Et en fait, les Britanniques, ni l'un ni l'autre, ni la faction allemande, ni la faction britannique ne voulaient être sous la coupe de l'autre pour une ou Y raison. Donc en fait, ce sont des factions sionistes
Qui Ils se se sont sont fait affrontés la guerre à ce entre elles. moment-là. Ouais. Voilà. Et personne n'est au courant de ça. Ils se sont fait la guerre pour qui allait pouvoir exploiter le pétrole en Mésopotamie et pouvoir le transporter dans. C'est fou. On a l'impression de jouer. On a l'impression que ces gens-là, ils jouent à une grande partie de Monopoly, quoi. Donc c'est fou. Enfin, alors que nous, on n'a pas du tout. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette chose-là. Quand vous voyez des présidents de la République comme Pompidou, qui a travaillé pour les Rothschild, Edmond Giscard d'Estaing, qui avait contact avec la Pan-Europe. Après, on a eu son fils. Enfin, moi, ça me paraît. Et quand on voit que le fils également actuellement fait de la politique, c'est impressionnant, hein. Ça veut dire qu'il y a une filiation et ça continue. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a ici, vous voyez les Trudeau au Canada, les Giscard d'Estaing en France. Enfin, on a l'impression que ce sont des institutions. Enfin voilà, moi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose de plus à dire, à moins que vous ayez à me poser des questions. Mais c'est vrai que c'est tellement. Enfin, C'est un sujet très très épineux, hein. C'est vrai que quand on va rentrer dedans, il y a tellement de choses à dire et en même temps c'est tellement compliqué. Donc je pense que la synthèse déjà ce soir est déjà très 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 bien faite. ouais, ouais. Important que Eh ce soit- ben, c'est gentil. Mais vous savez que même Pierre Hillard dit, il a trouvé des preuves comme quoi il y avait des factions, des factions sionistes qui étaient, qui ont marchandé avec les nazis, en fait. Il y a même eu des pactes. Alors Pierre Hillard explique, alors sous toute réserve parce que moi j'ai pas trouvé, c'est dans son livre, donc j'ai encore pas reçu son livre, donc par contre je n'ai pas réussi à trouver les preuves sur internet, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis non plus. Mais en fait, il y avait au début avec Hitler, en fait, ils ont fait une faction sioniste a fait un traité avec Hitler, hein, enfin les SS, pour pouvoir prodiguer à certains juifs des formations pour cultiver la terre, des formations pour tout un tas de choses, et pouvoir envoyer ces personnes en Israël de façon à pouvoir cultiver la terre là-bas et créer une richesse là-bas. Donc, c'est ce qui aura donné Métaville et les kibbutz. Et Pierre Hillard en veut pour preuve que lui a trouvé effectivement des preuves de ça, c'est-à-dire qu'à Vienne, vous aviez, d'après lui, le siège des nazis qui se trouvait d'un côté d'une rue et de l'autre, il y avait les sionistes, le siège social des sionistes de l'autre côté. Et en fait, ils prenaient rendez-vous, dit-il, en traversant la rue. Et ça, on ne le sait pas. Donc, du coup, c'est là où Les dessous de c'est là l'histoire. ouais, Les c'est dessous de là où l'histoire. c'est pervers. Hmm. Alors, bon, moi, je fais confiance à Pierre Hillard, mais je vous dis, franchement, je n'ai pas trouvé les preuves. Voilà, mais bon, je pense que si vous achetez son livre, L'Atlas du mondialisme, ou Sionisme et mondialisme, vous trouverez le papier qu'il aura certainement mis en annexe pour prouver ce qu'il dit. J'ai essayé de trouver de la controverse, j'en ai pas trouvé, hein, sur Pierre Hillard. Bah, c'est difficile de trouver de la controverse sur Pierre Hillard parce que c'est quelqu'un qui est capable de payer plus de 6 000 € un document pour pouvoir le mettre dans son livre, Ouais. pour pouvoir en faire une copie et le mettre dans son livre. Donc voilà, je ne peux pas aller au-delà de cette pensée que c'est grotesque et on vit vraiment dans un flou total. Donc il est vraiment temps. Parce que McCartney, il a quand même la monnaie synthétique, elle nous pend au nez. Ben, ça a déjà commencé, hein, ça a déjà commencé. Il y a des magasins Ikea actuellement, pas en France, mais qui disent à leurs clients par rapport au danger du virus, il vaut mieux éviter l'argent liquide parce que le virus peut se transporter dessus. Donc actuellement, on demande aux gens de payer essentiellement par carte bleue. Donc on voit bien qu'effectivement par la suite, il y aura une monnaie synthétisée, une monnaie qui existera comme le Bitcoin ou quelque chose comme ça, quoi, qui sera essentiel à Internet. Bah, Philippe, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est répréhensible, ça, d'obliger les clients de payer par carte bleue. Enfin, en tout cas, en France, il me En semble, non? France. Bah, pour l'instant, les deux moyens de paiement existent toujours. Est-ce que c'est répréhensible? Bah, les gens s'habituent, ils râlent, mais s'ils sont pas contents, ils vont chez le boulanger d'à côté. Pour l'instant, c'est plutôt comme ça. Mais il n'y a pas de tendance à la répression du fait qu'il n'y a pas de circulation de monnaie. Ça, c'est bien au contraire. Ça, c'est plutôt la tendance voulue, ça. Et il y a pas que chez Ikea, hein. Moi, j'ai un boulanger en bas de chez moi qui accepte beaucoup plus la carte bancaire que la monnaie, évidemment, pour les raisons liées au Covid.
C'est toujours la même raison, hein, c'est toujours des raisons de prophylaxie. c'est vrai. Enfin, en tout cas, qui sont mises en avant. Et en l'occurrence, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, les cartes bancaires, enfin, les accords entre les commerçants et les banques étaient tels que ça ne valait pas le coup financièrement pour un boulanger de faire payer sa baguette 1 euro, 1,15 € par une carte bancaire. Parce qu'il y avait des frais qui étaient Frais, pris ouais. de telle sorte que. Alors, je ne connais pas les nouveaux accords, mais visiblement, ils ont été trouvés parce qu'il n'y a plus de problème du tout, quoi. Même pour 50 centimes, vous payez par carte, quoi. Ouais, ça doit coûter beaucoup moins cher. Ouais. Je ne sais pas si ça coûte moins cher, mais ça change les infrastructures et il y a peut-être une aide au changement d'infrastructure qu'on n'imagine pas forcément, mais qui a lieu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, tout ça, c'est des incitations d'État qu'on ne voit pas, qui ne nous sautent pas aux yeux, mais qui passent par les nouvelles habitudes dans les commerces. Alors, je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit, Keriwen, sur la création d'Israël, le sionisme, etc. Et tu as très bien parlé tout à l'heure de la déclaration Balfour, et tu as montré cette fameuse déclaration qui, si je ne me trompe pas, a été perdue. C'était la classe qu'on a, c'est une photo, mais elle était au British Museum et elle a disparu, on ne sait plus où elle est passée. Donc ce qu'on a vu, c'est une photo d'un document qui a disparu. Et c'est dans cette déclaration Balfour, il est dit un certain nombre de choses où, en directement et en creux, c'est-à-dire en interprétant les mots, en lisant entre les lignes, où effectivement l'Angleterre tout simplement reconnaît que, ma foi, il est possible que un pays au Moyen-Orient puisse servir de terre d'accueil aux Israélites qui le souhaiteront. Voilà, ça c'était ce qui avait été en quelque sorte négocié oralement lors d'accords financiers entre toujours les mêmes, les Rothschild et d'autres banquiers, et le gouvernement anglais qui, en 1916, si je me souviens bien de ce que j'ai lu chez Pierre Hillard également, en 1916, la Banque d'Angleterre était en genoux du fait de l'effort de guerre. Pas qu'elle d'ailleurs, la France aussi, et beaucoup d'autres pays. Pas l'Allemagne, qui avait une réserve financière et industrielle déjà énorme, et c'est une des raisons de la guerre d'ailleurs. Donc, l'Angleterre était à genoux et elle ne savait pas comment elle allait faire pour payer la suite. Il fallait que la guerre s'arrête dans les 3 semaines, sinon c'était foutu, quoi. Et on était en 1916. Donc là, il y a eu des prêts accordés toujours par les banquiers. Et en contrepartie de quoi, ils se sont fait promettre qu'il y aurait une déclaration politique pour ouvrir un territoire à l'occupation juive de façon tout à fait légale. Ce qui a été fait lors de la déclaration Balfour, qui n'est en aucun cas un accord, qui est juste une déclaration émanant d'un membre du gouvernement, et c'est tout. Donc ça ne valait pas ordre, ça ne valait pas décision internationale, etc. C'était juste une déclaration. Mais ça a fait du bruit et ça a permis de passer à la suite. Donc voilà. Après, il faut aller vers les années 30, lorsque Hitler a proposé d'emmener tous ces juifs d'Allemagne en Israël, en bateau première classe. Et il a réuni pour ça plein de gens à Évian, dans la ville d'Évian en France. C'était la conférence d'Évian, je crois, on peut la retrouver. Et il avait réuni tous les gouvernants des différents pays, notamment les États-Unis, mais toute l'Europe, pour discuter des modalités du transport, tout simplement du transport. Il était prêt à tout payer. Et puis finalement, tout ce petit monde a passé une dizaine de jours tranquillement à se baigner dans le lac Léman. Et puis à la sortie, on lui a dit merci, bonne idée, mais non. Donc ça ne marchera pas comme ça. Et là-dessus, la guerre est arrivée. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses intéressantes dans les replis de l'histoire qu'il est intéressant de décoder. Et quand on a encore une fois la grille de lecture dont tu nous as fourni une bonne partie, on comprend mieux les choses. On se pose moins de questions. On a les réponses. Bah, écoute, tant mieux si j'ai réussi à éclairer un petit peu. Mais donc, toi, tu confirmes bien qu'effectivement, il y a eu une association entre certains sionistes et les nazis, en fait, pour envoyer des gens en Israël. Alors, non seulement ça, mais il faut savoir que la plupart des nazis, enfin beaucoup des nazis qui entouraient Hitler étaient d'origine juive. Là, on a envoyé au casse-pipe, au four, à tout ce qu'on veut, des juifs, je dirais du peuple juif, pas les hauts. Ceux qui étaient en haut, ils étaient main dans la main avec les nazis, hein. Les SS étaient nazis. Voilà, il y en a beaucoup qui étaient en Suisse aussi. Bon, voilà. Donc, oui, bien sûr, l'Holocauste, c'est un fait avéré. Après, on ne va pas rentrer sur la polémique des quantités, ce n'est pas le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a eu des souffrances par rapport au peuple juif, comme il y en a eu avec d'autres peuples d'Europe qui ont beaucoup souffert. Voilà, mais certains juifs ont été emmenés dans des camps par d'autres juifs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça a existé. Et d'ailleurs, ils ont été jugés,
mais ils ont été jugés entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jugement public, il y a eu un jugement entre eux, après la guerre. Après la guerre. C'est une sorte de Nuremberg privé entre juifs. Et certains ne se sont pas fait de cadeaux, et bon, c'est comme ça. Mais il y a eu bien sûr des juifs qui ont envoyé d'autres juifs au crématoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien, nous allons passer un petit jingle de la part de Sylvain. Merci Marie. On y va dans un instant, bougez pas. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Le sujet de ce soir, donc, vous l'avez bien compris, la Fabian Society que nous avons donc essayé de débattre et que nous allons donc encore continuer à débattre avec Kéridouane et avec Philippe ce soir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Il y a Marie également qui nous accompagne, qui fait remonter donc toutes les questions qui se passent sur le chat. Hein. On est présent actuellement sur YouTube. Donc lorsque vous posez des questions sur le chat, etc., c'est Marie qui s'en charge actuellement de les faire remonter immédiatement pour nous ici. Oui, alors je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait par rapport aux sionistes et aux nazis. Mais c'est ça qui est, c'est comme il s'est passé pour les bolcheviks en réalité, parce que finalement, ce sont des gens qui ont été financés par les mêmes, avec donc tous ces différents courants durant la révolution de 1917. Et on voit bien qu'il y a deux courants, comme j'essayais de le montrer dans le reportage. C'est-à-dire que vous avez, grosso modo, pour schématiser, ce courant sioniste qui a absorbé toute la pensée de Sabbatai Tzvi, de Jacob Frank, qui sont cette faction de personnes qui estiment que c'est aux hommes, c'est aux juifs de prendre leur destin en main et puis de créer le chaos pour l'arrivée du Messie. Et puis, je pense que ceux qui ont subi vraiment énormément pendant la Seconde Guerre mondiale, l'autre faction de l'orthodoxie judaïque, qui, eux, respectent le fait que c'est à Dieu de décider et eux n'ont pas à intervenir sur la politique pour pouvoir créer le chaos et faire en sorte que le Messie revienne. D'autant que ces gens ont pour interdiction, comme je l'avais dit dans le reportage précédent, de ne pas se rendre, de ne pas retourner en Israël de manière collective, de ne pas mettre le désordre dans les nations qui les accueillent, etc. Donc, on voit que là aussi, toutes les factions, comme pour le nouvel ordre mondial, tout ça, ça fait partie du nouvel ordre mondial, mais on a pour un même groupe sioniste, on a vraiment... D'ailleurs, je crois que Pierre Hillard disait de Théodore Herzl, il en avait tellement assez, Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, qui disait, Herzl disait, je vais devenir antisémite, quoi. Parce qu'en fait, ils se tapaient tellement dessus les uns sur les autres, ils avaient une telle violence les uns envers les autres que Herzl lui-même a dit je vais finir par devenir antisémite tellement ça devient insupportable, quoi. Donc c'était voir la violence des choses, hein. Ils ne sont pas là pour notre bien, ils ne sont pas là pour leur bien non plus. Non. Il y avait eu un précédent sur la territorialisation du peuple juif. À la fin du 19e siècle, Theodor Herzl, justement, avait obtenu, de la part des Anglais toujours, de créer une colonie, mais non pas à Jérusalem, mais en Ouganda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Et lui, il était content justement dans le cadre de ce que tu évoques à l'instant, c'est-à-dire une sorte de désespoir de faire en sorte que tout ce petit monde se mette d'accord. Et quand cette proposition est arrivée, il était un petit peu au bout du rouleau, suite à ce que tu viens de dire, et donc il était prêt à accepter. Et c'est, alors je ne me souviens plus de son nom, je ne voudrais pas m'écorcher son nom, mais Wiesmann qui a pris la suite et qui a dit non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il a mis un coup d'épaule, il a pris la responsabilité de la direction du sionisme et il a dit on veut Jérusalem ou rien, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, mais c'est assez amusant de relater cet épisode, quoi, qui a eu lieu donc à la fin du 19e siècle. En fait, c'est une guerre incessante depuis la nuit des temps, quoi.
Voilà. C'est fou, hein, c'est fou. Tu as totalement raison, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est que c'est tellement profond, tellement même aujourd'hui dans la psyché, dans le collectif, que c'est terrible. Hein. Moi, ça me paraît aujourd'hui, je le réalise. Mais au début de tout ça, quand vraiment moi, je suis une passionnée d'histoire, mais j'avais jamais creusé l'histoire comme ça, parce que je pense que je faisais bêtement confiance aussi à ce que je lisais dans les manuels. Mais Manuel depuis que... d'école comme nous tous, ouais. Oui, voilà. Donc, bon, j'ai toujours pensé qu'il y avait une histoire secrète. Moi, je suis très à la recherche de tout ça, donc les sociétés secrètes, les Templiers notamment, etc. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Parce que le point dont je ne parle pas, parce que du coup, je ne suis pas championne là-dedans, mais c'est le Vatican aussi, c'est le Vatican II, c'est cette infiltration aussi à travers les religions qui est, et on voit aujourd'hui, il y a un pape qui rend hommage au nouvel ordre mondial quand même, hein, donc ça va chercher partout. Hein. Tu penses à la construction de la maison comment ça s'appelle il y a une création qui essaye de rejoindre en ce moment en fait les trois religions, donc juive, chrétienne et également la religion Musulmane. 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 Exactement. Bah oui, c'est leur religion universelle, c'est l'Islam. On mondialise. On est en plein dedans dans la République. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, juste pour moi terminer, après, je m'arrête. Le sujet sur la République, je le travaille. Je ne veux pas aller trop vite sur le sujet parce que je souhaite vraiment qu'il soit encore plus creusé que ce que j'essaye de creuser pour les autres sujets, parce que je trouve que c'est vraiment important ce qui se trouve derrière. J'ai des livres à lire avant, donc le sujet, je le proposerai un petit peu plus tard. Par contre, la semaine prochaine, je vais essayer de bâtir un sujet sur la Fed, parce que c'est sur les États-Unis, parce que là, je me suis attachée à montrer beaucoup le parcours de l'Empire britannique. Maintenant, j'aimerais vraiment revenir sur ce côté américain qui est pas mal non plus. On en avait déjà parlé un peu avec l'eugénisme dans une émission précédente. Donc, revenir sur la Fed, et ce qui nous amènera à parler aussi des droits de tirage successifs. Spéciaux, merci, excusez-moi. Voilà, le fameux DTS face auquel on a affaire aujourd'hui. Donc, je vais essayer de bâtir un sujet qui va nous emmener de la Fed, de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec le socle maçonnique des États-Unis, hein, puisque c'est un pays qui s'est construit sur ce socle-là. Et puis voilà, et juste petite anecdote, vous savez, le Titanic, oui. Ben, il y a quand même trois ou cinq banquiers qui étaient opposés à la création de la Fed, qui ont péri dans ce fameux Titanic. Ce qui, pour aiguiser mon sens de la bizarrerie, me fait dire, le Titanic, ne serait-ce pas fortuit? Est-ce qu'il y aurait eu un iceberg que quelqu'un aurait monté comme ça d'un seul coup, d'un seul? Voilà, parce qu'il y a vraiment 3 ou 5 financiers, qui étaient présents qui étaient présents sur le bateau. Il y en avait 3. Il y en avait 3, c'est ça? Et voilà. Dont Astor, d'ailleurs. Astor, qui était le plus riche. D'accord, ok. Les amis, le temps qui nous était parti est pratiquement arrivé à sa fin. On va rappeler que la démosophie, donc le livre, est présent sur le site www.conseilnationaldetransition.fr. Donc le livre, c'est pas compliqué. Si vous voulez en faire l'acquisition, vous en avez la possibilité. Vous faites une donation et vous en faites l'acquisition. Également, pour prendre connaissance de tout ce qui se passe au CNT, Conseil national de transition, vous pouvez également aller sur le site. Et puis, Philippe Carderen, Marie, peut-être le dernier mot de la fin. Oui, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire. Donc, on peut faire des dons dans le cas des frais de justice pour Eric en allant sur notre site également. Hein, et c'est payable soit par carte bancaire, soit par PayPal. Il suffit de suivre les indications et ça marche bien. Je voulais dire aussi, alors je vais faire un petit peu de publicité quand même, c'est le moment, de dire que les commissions, ça continue. On a reçu beaucoup d'inscriptions, mais pas encore suffisant. Donc, ne baissez pas les bras. Nos amis, je m'adresse à tous nos amis adhérents. Inscrivez-vous aux commissions, c'est important. On fait un acte citoyen, on fait un acte de démocratie directe. C'est le moment de jouer le jeu. On a encore besoin de candidatures. Allez-y pour les commissions. Inscrivez-vous. Merci beaucoup.
Ça sera le mot de la fin pour moi. Delphine qui est également présente avec nous et qui va certainement conclure, je pense. Delphine? Oui, j'ai pas suivi du tout l'émission. Vous avez bien compris que nous sommes dans un autre temps, je dirais, un autre espace et un autre temps. Et donc, oui, effectivement, au niveau du livre, on a des exemplaires qui vous attendent. Donc, la poste délivre ça rapidement maintenant. Et puis, on rappelle bien sûr que la chaîne est à absolument référencer le plus vite possible, puisque parce qu'il n'y a pas assez d'adhérents et pas assez d'abonnés, entre guillemets, eh bien, nous n'avons pas de chat. Donc, si vous souhaitez revenir à la normale sur les autres chaînes, eh bien, vous pouvez faire connaître la chaîne et www.conseilnational.fr pour être inscrit et pour faire partie des commissions. Voilà, nous sommes en fin d'émission. Le leitmotiv habituel, c'est bien sûr la mosaïque, de façon à ce que tout le monde vous salue et puis vous dise bonne soirée. À très bientôt sur Cours Suprême, la chaîne qui est cette fois avec un petit peu plus d'abonnés. Donc voilà, faites connaître cette chaîne pour qu'on puisse se faire connaître aussi et connaître le merveilleux travail de Keridwen. Voilà. Merci Delphine, merci à toute l'équipe, merci à Philippe, merci à Keridwen, merci à Marie également. On aura le plaisir de se retrouver vendredi à 20h30 et passer une excellente soirée en notre compagnie. Bye bye. Bye bye.